Pour ce premier épisode, nous allons nous rendre au sanatorium de L'Haÿ-Saint-Christophe en Moselle, qui se situe à quelques kilomètres seulement de Nancy. Il a été fondé en 1899 par les professeurs Paul Spillmann et Paul Hochhalter. Leur démarche s'inscrivait dans un cadre social et humanitaire afin d'accueillir et de soigner les patients tuberculeux originaires du bassin nancéen et dans l'incapacité financière de se soigner. Pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, le sanatorium n'accueillera plus de patients tuberculeux. Il sera occupé par diverses formations militaires. Ces 4 années de conflit laissaient un établissement dévasté où d'importants travaux de réparation s'imposaient. Après la guerre, Louis Spillmann, fils de Paul Spillmann, doyen de la faculté de médecine de Nancy et président de l'œuvre lorraine des tuberculeux, proposa de céder à titre gratuit l'établissement fondé par son père aux hospices civils de Nancy. Le sanatorium allait vivre une seconde jeunesse. Des travaux de restauration, mais aussi d'agrandissement, allaient porter sa capacité d'accueil à 130 lits. C'est le 15 janvier 1924 que l'établissement rénové ouvra ses portes aux patients. Il continua à accueillir les nombreux malades qui encombraient les services de tuberculeux de la ville lors de la Seconde Guerre mondiale, et ce jusqu'en 1972. À partir de cette date, le sanatorium devint un centre médical accueillant des patients atteints d'affections pulmonaires chroniques, puis d'autres pathologies plus lourdes telles que les cancers. C'est en 2006 que le centre Paul Spillmann sera transféré dans le nouvel hôpital de Saint-Julien et se retrouve ainsi laissé à l'abandon. Ce lieu chargé en émotions constitue l'endroit idéal pour y mener ma première enquête. Au vu du passé chargé du lieu, je m'attends à y trouver encore une certaine énergie résiduelle et qui sait, peut-être même une activité intelligente toujours présente dans ces lieux. Pour cette première enquête, je serai accompagné de Thomas, un ami de longue date. Nous allons dans un premier temps parcourir le bâtiment de long en large à la recherche d'un signe d'activité grâce au mailmetteur. Il nous sert à mesurer les champs électromagnétiques et la température. Si jamais une variation importante dans l'une de ces deux valeurs est constatée, il se peut qu'il s'agisse d'un début d'activité paranormale. Nous décidons de pénétrer dans l'aile du bâtiment le plus au nord pour débuter notre investigation. J'ai avec moi le mailmetteur, tandis que Thomas s'occupe de prendre un maximum de photos. Bonsoir. Y a quelqu'un? Donc là, je regarde en même temps s'il y a des variations. Bonsoir. On est là pour vous rencontrer. N'ayez pas peur. À 0,4 et 7 degrés. Comme vous pouvez le constater, le champ électromagnétique à cet instant est de 0,4. Ce dont nous nous rendrons compte au cours de la nuit, c'est que cette valeur sera présente presque partout où nous irons, constituant donc la valeur de base ou de référence. Tant que cette valeur ne dépassera pas au moins 1, il y a peu de chances qu'il s'agisse d'une activité paranormale, et donc il n'est pas nécessaire d'y prêter attention. C'est l'extérieur. On va éviter de ressortir. Est-ce que vous êtes mort ici?
pour le moment, nous n'obtenons toujours aucun signe d'une quelconque activité. Nous sommes toujours au rez-de-chaussée et continuons à avancer de pièce en pièce dans ces longs couloirs silencieux. Ouais. Nous nous rendons compte, petit à petit, des ravages qu'a subi l'ancien centre hospitalier durant ces 8 dernières années. Le champ électromagnétique indique toujours la même valeur qui oscille entre 0,4 et 0,5. La température est également toujours stationnaire. Ce dont vous ne vous en rendez pas forcément compte, c'est à quel point il fait noir. La lumière infrarouge que j'utilise est une lumière très puissante qui est capable de voir jusqu'au bout des couloirs sans problème. Quant à nous, notre seul moyen de voir où nous mettons les pieds est d'utiliser constamment nos lampes de poche. Sans elles, nous ne verrions absolument rien, ce qui serait très dangereux car beaucoup de débris de verre et d'autres objets divers jonchent le sol. Vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais il semblerait qu'on ait obtenu notre premier phénomène de voix électronique, ou PVE. Nos micros ont la particularité d'enregistrer plus de fréquences que ce que l'oreille humaine est capable d'entendre, ce qui veut dire que parfois nous enregistrons des sons ou des voix que nous n'avions pas entendus sur le moment, mais que nous découvrons après analyse des bandes audio. Nous allons repasser le PVE avec le son amplifié pour que vous puissiez mieux l'entendre. Après avoir écouté de nombreuses fois ce passage, je n'ai pas réussi à vraiment me faire une idée objective. Il pourrait effectivement s'agir d'un PVE, cependant on se rend compte que Thomas parle juste après, et ce qu'on entend pourrait n'être en réalité que le son de son souffle, légèrement déformé par le micro de ma caméra. C'est ce qu'il y a là. Compte tenu qu'on ne peut pas vérifier à 100% la provenance du son, je préfère m'abstenir de le compter comme une preuve. La vérification des preuves est quelque chose de vital et fait partie de notre travail. Sans cela, le crédit qu'on peut apporter à une preuve se verrait extrêmement réduit. Après avoir exploré entièrement le rez-de-chaussée, nous décidons de monter au premier étage. Bonjour. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un encore ici? Malgré nos questions, nous ne détectons aucun signe d'activité pour le moment. Ouais, c'est un reflet. C'est le reflet de ma lumière. J'ai entendu un petit bruit par là-bas. À ce moment-là, alors que je suis en train de constater un reflet de ma lumière en regardant le cadran de ma caméra, un bruit s'est également fait entendre. Il ne s'agit pas d'un PVE, car je l'ai clairement entendu avec mes propres oreilles. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de Thomas, car il se trouve juste derrière moi, et le bruit que j'entends est un bruit qui vient de beaucoup plus loin devant moi. Je vous laisse le réécouter pour que vous puissiez vous en faire une meilleure idée. C'est le reflet de ma lumière. C'est le reflet de ma lumière. C'est le reflet de ma lumière.
Sur le moment, le bruit m'a fait penser à une pierre qui serait tombée sur le sol ou qu'on aurait jetée par terre. Après analyse, on peut difficilement dire de quoi il s'agit. Je décide donc de le classer comme étant une preuve de catégorie C. Peut-être une caillasse, tu vois, qui est tombée. Nous nous attardons encore quelques minutes à cet étage, cependant nous n'obtiendrons rien de plus. Nous montons donc au deuxième étage. Ouais, mais on est juste... on n'a pas encore fait l'aile là-bas. On est venu tout de suite par ici. À droite. C'est au 6. Eh oh! Manifestez-vous! Allez, venez nous dire bonjour. On est là pour ça. Thomas? Thomas? Alors là, je n'y reviens pas. Je viens clairement d'entendre une porte se fermer au bout du couloir. J'appelle tout de suite Thomas pour l'informer et lui demander par la même occasion si ce n'est pas lui qui aurait pu provoquer ce bruit. Thomas! Il y a eu un bruit là-bas de porte. J'ai entendu une porte qui s'est fermée. Est-ce que tu as fermé une porte là-bas? T'as touché une porte? Non? Non, bah simplement la porte coupe-feu là-bas. J'ai entendu là-bas. J'ai entendu une porte qui se fermait là-bas. Nous allons regarder à nouveau le passage en question avec le son légèrement amplifié. Je décide d'aller vérifier si nous pouvons trouver de quelle porte en question il aurait pu s'agir. Je demande au passage si le bruit que j'ai entendu peut être réitéré. Est-ce que c'était vous? Le bruit que j'ai entendu? Est-ce que vous pouvez le refaire? Refaites claquer la porte comme avant. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe de votre présence. J'ai plus de batterie. De quoi? Appareil photo. T'as plus de batterie? Non, t'es sérieux? Mais elle était neuve, hein? J'ai fait 20 photos et puis... T'as plus de batterie? Non, je n'ai plus de batterie. C'est incompréhensible, c'est ça? Ah bah c'est bon, ça revient. Mais Ah. il s'est éteint. Il y avait le logo de la batterie en plein milieu, rouge, clignotant, et ça s'est arrêté. Et maintenant la batterie, elle est à deux tiers pleine. Alors que nous demandons un signe, la batterie de l'appareil photo à Thomas se vide mystérieusement. La batterie est neuve et je l'ai complètement chargée avant de partir. Se pourrait-il qu'il s'agisse du signe qu'on a demandé un peu plus tôt, ou bien est-ce juste une simple coïncidence? Ce qui est troublant, c'est qu'après avoir allumé l'appareil photo quelques secondes plus tard,
la batterie s'affiche de nouveau aux 2/3 plein, comme si rien ne s'était passé. Parce que je te dis, j'ai entendu une porte qui s'est fermée. Sûr. Ouais, certain. Après ce petit fait étrange, nous allons voir si nous pouvons retrouver le fameux bruit de porte que j'ai entendu tout à l'heure. J'ai entendu... Ça vient vraiment d'ici, tu penses? Non, j'ai pas entendu le lancement. Attends, viens voir. Il y a une porte. Ah, c'est ça ce que j'ai entendu. Le son ressemble beaucoup à ce que j'ai entendu plus tôt. Je vous laisse écouter. La pièce se trouvant derrière la porte est une pièce que nous avons déjà visitée un peu plus tôt lorsque nous sommes montés à cet étage. Bien évidemment, nous ne trouverons rien à l'intérieur. La pièce est entièrement vide, exactement comme tout à l'heure. Même si le bruit ressemble beaucoup à ce que j'ai entendu, mon coéquipier Thomas persiste tout de même à avoir quelques doutes au sujet de sa provenance. Il n'a pas entendu le bruit car il se trouvait dans un couloir derrière moi, séparé également par une porte. Sur le moment, il émet l'hypothèse que ce que j'ai entendu aurait pu s'agir tout simplement du bruit de la porte que lui-même a franchi. Cependant, après une longue analyse, je me suis rendu compte que cela était impossible pour plusieurs raisons. Déjà, on peut entendre le bruit de la porte qu'il franchit à un moment donné. Je vous laisse l'écouter. 06. Eh oh! Eh oh! On se rend vite compte que le bruit n'est pas du tout le même que celui que j'ai entendu, mais ce qui m'indique surtout que ce n'est pas le même, c'est qu'il s'écoule 35 secondes entre le moment où on entend Thomas franchir cette porte et le bruit que moi j'entends. Eh oh! Il ne peut en aucun cas s'agir de la même porte. L'écart de temps est beaucoup trop important. De plus, on se rend compte que Thomas était déjà loin lorsque j'ai entendu le bruit. J'ai par ailleurs dû l'appeler à 3 reprises avec une voix forte avant qu'il ne m'entende et il va mettre une bonne vingtaine de secondes pour venir jusqu'à moi. Maintenant, il y a toujours un petit doute à savoir si la porte a effectivement été ouverte et refermée comme je l'ai fait ou bien s'il ne s'agit que de 2 coups frappés à la suite. Ce dont je suis sûr, c'est que c'est bien cette porte qui est à l'origine de ce bruit. J'ai légèrement amplifié le son au montage pour que vous puissiez mieux l'entendre. Thomas ! Cela dit, on l'entend tout de même assez clairement avec le son de base. Thomas! Je décide de classer cette preuve comme étant une preuve de catégorie B. Nous n'aurons rien de plus à cet étage pour le moment. Nous nous dirigeons à présent vers le 3e étage. Il y a quelqu'un? On souhaite entrer en contact avec vous. Savoir qui vous étiez. Si vous êtes mort ici. Ce 3e étage est pour l'instant bien silencieux. Thomas va même essayer à un moment d'attirer l'attention des éventuels esprits toujours présents dans le lieu grâce à un petit morceau de musique.
L'idée n'était pas mauvaise, mais nous n'obtiendrons cependant rien. Nous avançons donc un peu la vidéo et nous sommes à présent au bout du couloir, toujours au 3e étage, dans une aile un peu différente des autres que nous avons visitées. Machine là. Attention à la tête. Attention. Pas trop, tu m'as un peu casse-gueule. Y a quelqu'un ici? Venez toucher cet appareil. Ouh là là. À cet instant, mon mailmetteur détecte un pic important du champ électromagnétique montant jusqu'à 2,5. Je n'ai pas le temps de le montrer à la caméra qu'elle redescend aussi vite et même si je l'ai bien constaté de mes propres yeux, comme je n'ai pas pu le filmer, je ne peux malheureusement pas le compter comme preuve. Je sais pas si vous avez vu. J'ai eu un pic à 2,5. Allez-y, refaites-le. Vous pouvez toucher à nouveau l'appareil? Touchez à nouveau l'appareil que j'ai dans la main. L'activité ici. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais... Eh oh! Vous pouvez nous faire un signe de votre présence? Faites un bruit ou quelque chose. Vous pouvez faire baisser la température, par exemple? Malgré mon insistance, je n'aurai cependant plus de variation importante du champ électromagnétique ou de la température. Je me demande en même temps si le pic que j'ai détecté tout à l'heure aurait pu être causé par ces poutres en fer. Cependant, même en agitant mon appareil dans tous les sens, il ne réagit pas pour autant. Nous décidons donc de continuer notre route. Nous retournons à nouveau dans une pièce repérée un peu plus tôt, à l'autre bout du couloir du 3e étage, pour y mener une séance de PVE et voir de Spirit Box. Y'a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le couloir? Ça c'est rien, c'est Thomas. Je claque les fenêtres.
Ouais, bon, on va se poser au bureau alors. Écoute, on va mettre le trépied. Hop, 0,6. Un petit pic à 0,6. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Alors que je m'apprête à entrer dans la pièce, un petit pic à 0,6 m'interpelle car le champ électromagnétique était resté pendant une bonne période à 0,3 ou 0,4. Lorsque je pose ma question, on peut voir une anomalie apparaître sur la vidéo. Il s'agit d'un orbe. Le problème avec les orbes, c'est qu'il s'agit rarement de quelque chose de paranormal. Il faut souvent s'en méfier. Je vous laisse juger par vous-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Il est difficile de dire de quoi il s'agit. Au vu de sa trajectoire et du fait qu'il entre sur la vidéo de par la pièce de droite, je serais enclin à dire qu'il ne s'agit là que d'un insecte. Je classe donc cette preuve en catégorie C. Nous préparons donc notre matériel pour la séance de PVE. La caméra est disposée sur un trépied. Y a-t-il quelqu'un ici qui souhaite nous parler? Est-ce que vous étiez un homme ou une femme? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous ne l'avez probablement pas entendu, mais il se peut que j'ai eu une réponse. Le son est cependant très faible. Il faut donc l'écouter avec le son amplifié pour l'entendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été capté avec mes deux enregistreurs ainsi que la caméra. Est-ce qu'il y a quelqu'un? 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 On voit bien à l'image que je ne bouge pas d'un poil, il en est de même de Thomas. Il s'agit donc bien d'un PVE. Ensuite, savoir si cela est une voix ou autre chose n'est pas facile à déterminer. La mauvaise qualité du PVE nous donne trop d'interprétations possibles. Je le classe donc en preuve de catégorie C. Nous n'aurons rien de plus concernant la séance de PVE dans cette pièce. Je décide donc d'essayer une session de Spirit Box. Je vais brièvement expliquer son fonctionnement pour ceux qui ne le connaissent pas. Il s'agit simplement d'une radio, mais qui a la particularité de balayer rapidement les stations. L'intérêt à cela est tout simplement que si on obtient la même voix ou la même musique qui s'étale sur un certain nombre de stations radio à la suite, il ne peut en aucun cas s'agir de la radio. J'ai réglé mon appareil pour qu'il change de station toutes les 10 centièmes de seconde, c'est-à-dire qu'il va changer 10 fois de station radio pendant la durée d'une seule seconde. J'ai fait le test chez moi pour savoir concrètement combien de temps pouvait persister une voix qu'on pourrait entendre sur la radio, pour savoir à partir de quel moment on peut considérer à 100% qu'il s'agit de voix désincarnées. Je vais vous montrer un petit exemple de mon test pour que vous voyez vous-même. Écoutez bien le son provoqué par le balayage des stations. Maintenant, je vais avancer un peu jusqu'à ce qu'on entende notre première voix. Ce qu'il faut faire à partir de là, c'est isoler cette voix pour voir exactement sur combien de stations à la suite cette voix est présente. Nous enlevons donc toutes les stations inutiles avant et après la voix pour pouvoir déterminer exactement sur combien de stations cette voix est présente.
Nous venons de trouver sur combien de stations cette voix était présente. Nous pouvons le voir au nombre de morceaux sélectionnés, c'est-à-dire 3, ou bien pour plus de précision avec le nombre affiché en bas de l'écran, c'est-à-dire 330 millièmes de seconde. Cette voix est donc présente sur 3 stations. Cela dit, je vérifie toujours la station précédente et la station suivante pour être sûr d'avoir découpé le bon nombre de stations. Après vérification, cette voix est bien présente sur 3 stations. J'ai bien évidemment obtenu des voix plus courtes, ne durant qu'une ou 2 stations, mais sur les plus de 20 minutes que j'ai pu tester, une voix présente sur 3 stations représente le maximum qu'on peut atteindre. Il est donc impossible qu'une voix ou même qu'une musique soit présente sur plus de 3 stations. À partir de ce constat, nous pouvons considérer que toutes les voix obtenues qui seront de 4 stations ou plus seront forcément de nature paranormale. Maintenant que vous avez bien compris le principe de la Spirit Box, nous pouvons désormais retourner à notre enquête. Il y a cependant encore une chose dont j'aimerais vous parler auparavant. Il existe un moyen de limiter les perturbations des stations radio environnantes grâce à une cage de Faraday. Je dispose d'un sac prévu à cet effet, cependant, l'ayant testé chez moi, j'ai remarqué qu'il laissait passer tout de même un certain nombre de stations. Je me suis donc renseigné et j'ai trouvé qu'on pouvait en faire un beaucoup plus performant avec tout simplement du papier aluminium. J'ai voulu donc tester cette méthode sur le terrain. Le problème, c'est que lorsque j'ai voulu emballer ma Spirit Box avec le papier, je l'ai malencontreusement percé à plusieurs endroits. Du coup, je vais passer une bonne minute à essayer d'arranger ça, minute pendant laquelle des voix très intéressantes se font entendre. Sur le coup, ni moi ni Thomas n'y prêtons attention. C'est au moment de l'analyse que je m'en suis rendu compte. Bien sûr, comme le papier aluminium est percé, on entend aussi les stations radio environnantes. Il faut donc faire la part des choses entre les voix entendues par la radio et celles qui seraient désincarnées grâce à la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire si elles durent plus de 3 stations à la suite. Je vais dans un premier temps vous laisser écouter entièrement la session obtenue pour ne pas vous influencer. Vous ne parviendrez sans doute pas toujours à savoir quelle voix dure plus de 3 stations car cela va très vite, mais ne vous en faites pas pour ça, je les ai isolées pour vous et je vous les rediffuserai à la fin de la session en vous précisant exactement sur combien de stations elles sont présentes. C'est en lecture là. Oui, c'est en lecture. Ouais. Il y a quelqu'un avec nous?
Bonjour, il y a quelqu'un? Comment vous appelez-vous? Ça devrait être beaucoup, hein. J'ai essayé chez moi. Il y avait rien. Faut que je me batte. Vraiment, il y avait pas de truc. C'est chier. Faut que je le déchire, c'est ça. Ah, il y a pas de- Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont réussi à trouver quelques voix intéressantes, comme par exemple cette dernière qui vient de se faire entendre à l'instant. Comme vous l'avez constaté, il y a énormément de voix, et j'en ai relevé pas moins de 17 qui semblent vraiment se détacher du lot. Je ne vais pas tous les rediffuser car cela prendrait trop de temps, je vais donc juste en repasser certaines. Pour les autres, je vous invite à vous rendre sur mon site internet dans la section Enquête. Cette première voix est particulièrement intéressante. Elle est relativement claire et en la réécoutant plusieurs fois, on arrive à comprendre « ne lui dis pas tout » ou « ne lui dites pas tout », comme si elle s'adressait à d'autres personnes autour d'elle et ne souhaitant pas répondre à mes questions. Pour cette raison, je la classe en preuve de catégorie B. Sans lecture là. 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 Cette voix-ci se fait entendre derrière celle à Thomas. Elle est présente sur environ 25 stations, ce qui est vraiment hallucinant. Cela dit, je n'arrive pas du tout à comprendre ce qu'elle dit. Ce que je suis quasiment sûr par contre, c'est que ce n'est pas du français. En tout cas, ça n'y ressemble pas. Je la classe donc en preuve de catégorie C. Celle-ci est sans aucun doute la meilleure voix qu'on a pu obtenir. Elle fait au minimum 15 stations car on entend assez clairement « examine le bouton de son ». Cependant, je pense que la voix du début provient également de la même phrase et même si on a un peu plus de mal à comprendre ce qui est dit et que le ton de la voix est un peu différent, je pense tout de même comprendre pour une réponse. Du coup, lorsqu'on attache tous les mots à la suite, on obtient pour une réponse « examine le bouton de son ». Bien sûr, on ne peut pas certifier à 100% que c'est bien ce qui est dit. Je classe donc cette preuve en catégorie B. Même si cette session était plutôt courte, on a tout de même obtenu de très bons résultats. Comme c'était mon premier essai sur le terrain avec la Spirit Box et que je n'y étais pas encore vraiment habitué, et vu que mon papier aluminium n'a pas été très efficace, je pensais que toutes les voix obtenues ne provenaient que de la radio. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé d'arrêter, pensant n'obtenir aucun résultat concret. J'ai été vraiment le premier surpris de voir à quel point cette petite session était riche de voix lors de l'analyse. Je ne ferai plus les mêmes erreurs lors de mes prochaines enquêtes, soyez-en sûrs. Après cette session de Spirit Box, je décide d'essayer à nouveau d'obtenir des PVE. Cette fois-ci, nous nous installons dans le couloir. Comment vous appelez-vous?
Un orbe est de nouveau passé sur la vidéo. Il faut avoir l'œil car il passe rapidement. Regardez en haut de l'écran. Tout comme l'orbe obtenu précédemment, difficile de savoir exactement de quoi il retourne. Je le classe donc en preuve de catégorie C. Notre séance de PvE dure une bonne dizaine de minutes. Nous décidons d'y mettre un terme et de repartir avec notre matériel quand deux nouveaux orbes apparaissent encore une fois. Comme toujours, s'agissant d'une preuve de catégorie C, je vous laisse le soin de juger si vous pensez qu'il s'agit d'un fait paranormal ou non. Le premier survient de par la droite. Quant au deuxième, il se situe sur le haut de l'écran. Alors que nous repartons, je décide de laisser un enregistreur sur le bureau. Avec de la chance, il enregistrera peut-être quelques PvE. On vous a laissé un appareil ici, si vous voulez parler dedans. On reviendra tout à l'heure. L'envie me prend de retourner dans la pièce au bout du couloir, là où j'avais mesuré une valeur de 2,5 du champ électromagnétique avec mon mailmetteur. Nous posons également des questions pour avoir d'éventuels PvE. Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour qu'on sache que vous êtes là ? On peut voir dans la pièce à côté un nouvel orbe. Je me suis longtemps repassé le passage pour m'en faire une idée plus précise. La trajectoire qu'il emprunte ressemble vraiment à celle d'un insecte. Par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment il apparaît et disparaît tout aussi subitement. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne s'agit en aucun cas d'une poussière. C'est donc soit un insecte, soit un véritable orbe de nature paranormale. C'est évidemment, encore une fois, une preuve de catégorie C. Nous sommes toujours au même endroit, quelques minutes à peine après l'apparition de l'orbe. Nous ne le savons pas, mais à ce moment, l'enregistreur laissé sur le bureau à l'autre bout du bâtiment a capté quelque chose. Comme vous pouvez le voir, nous sommes vraiment très éloignés de la pièce en question et il n'y a donc aucune chance qu'il s'agisse de nous. D'ailleurs, on le voit également à la vidéo, car à ce moment-là, nous ne faisions rien de particulier.
on peut clairement entendre 2 coups frappés. Le son est tellement clair que je n'ai même pas besoin de l'amplifier et on reconnaît facilement qu'il provient du bureau. D'une part, car sa localisation par rapport à l'enregistreur est très proche, et d'autre part, dû à sa résonance dans le bois. Si les coups avaient été portés dans les murs, le son aurait été complètement différent. Cette preuve compte parmi les meilleures qu'on ait pu obtenir, et il est impossible de pouvoir l'expliquer rationnellement. Thomas avait également pris le soin de fermer les fenêtres lorsqu'il était entré dans la pièce auparavant. Le son ne peut donc provenir de l'extérieur. Je décide de classer cette preuve en preuve de catégorie A. Nous n'aurons rien de plus dans cette pièce. Nous décidons de redescendre au 2e étage pour poursuivre l'investigation. L'enregistreur placé dans la pièce avec le bureau enregistre toujours au 3e étage. Nous continuons à marcher dans les couloirs, toujours à la recherche de signes d'activité. Je regarde continuellement le mailmetteur pour voir si une variation importante du champ électromagnétique est détectée. Thomas, quant à lui, continue de prendre des photos. Nous essayons en même temps de provoquer une réponse d'éventuels esprits en les interpellant. Cependant, pendant plus de 20 minutes, nous n'aurons absolument rien. Y a-t-il encore quelqu'un qui est ici? Vous êtes français? Allemand? L'enregistreur que nous avons laissé au 3e étage a réussi à ce moment à enregistrer quelque chose. Le son est cependant faible, il faut donc l'amplifier pour l'entendre. Je vous laisse écouter. Vous êtes français? Allemand? On distingue ce qui ressemble à 2 voix. La première est assez aiguë et pourrait être soit une voix désincarnée, soit simplement un cri d'animal venant de l'extérieur. Il est donc assez difficile de pouvoir s'en faire une idée précise. La deuxième voix est cependant plus intéressante car elle est beaucoup plus grave et ressemble bien plus à une voix d'homme que celle d'un animal. De plus, elle se fait entendre juste après que je pose ma question « Êtes-vous français ?» Se pourrait-il que quelqu'un à l'étage du dessus m'ait répondu et que mon enregistreur ait réussi à le capter? Comme on ne peut avoir aucune certitude si ces voix sont de nature paranormale ou non, je classe donc cette preuve en preuve de catégorie C. Vous êtes français? Allemand? Vous êtes français? Allemand? Après environ une demi-heure passée à cet étage sans n'avoir rien trouvé d'anormal, nous descendons à présent au 1er étage. Bonjour? Est-ce qu'il y a quelqu'un à cet étage? Comme à l'étage précédent, nous ne détecterons aucune activité avec nos appareils, nous n'entendrons pas non plus de voix ou d'autres bruits suspects. Nous restons une quinzaine de minutes à cet étage, puis l'envie nous prend de retourner au rez-de-chaussée. J'aperçois sur ma droite des escaliers menant au sous-sol. Nous n'y avons jusque-là pas encore mis les pieds, et je me dis qu'on pourrait peut-être y trouver quelque chose d'intéressant. Je peux
pas si c'était par là tout à l'heure. C'est une ambiance là. Lorsque j'entre dans le sous-sol, je perçois une atmosphère différente, plus oppressante que dans les étages. Je vois ces gros tuyaux et je me demande alors s'ils ne pourraient pas y être pour quelque chose. Je vérifie avec mon mailmetteur afin de voir si ces tuyaux émettent un champ électromagnétique. C'est bien ce que je pensais. Les tuyaux perturbent bien le champ électromagnétique avec des valeurs allant jusqu'à 1,3 sur la vidéo et dépassant même les 3 à certains endroits que je n'ai pas filmés. Ce qui explique sûrement mon sentiment d'oppression car une valeur élevée du champ électromagnétique peut provoquer ce genre d'effet. Cela explique aussi certainement les valeurs de base présentes continuellement dans les étages qui se situent entre 0,3 et 0,5. Nous n'aurons rien de paranormal durant la dizaine de minutes restées dans le sous-sol. Nous remontons au rez-de-chaussée. Thomas me suggère d'aller faire un tour dans l'ancien bâtiment qui à l'époque servait de théâtre juste à côté du sanatorium. Nous devons pour cela passer par la cour et pendant le trajet, l'enregistreur qui est toujours posé au 3e étage enregistre des bruits très intéressants. Au début, lors de l'analyse, je me suis dit que les bruits enregistrés venaient de nous lorsque nous marchons sur les débris de verre. Cependant, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, car les bruits enregistrés commencent une trentaine de secondes après que nous entrons dans la cour, à un moment où nous sommes justement arrêtés pour observer le bâtiment. Ces bruits durent assez longtemps, environ une quarantaine de secondes. Je vais vous mettre en même temps les images de la vidéo pour que vous voyez ce que moi et Thomas faisions au même moment. D'accord. Non, mais d'accord. Complète. Phase très concrète. On est allé un peu partout là. Comme vous l'avez vu, les bruits ne proviennent pas de nous. On a l'impression d'entendre quelqu'un à côté du bureau qui serait en train de faire quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à identifier. Il y a cependant 2 bruits qui sortent vraiment du lot. Voici le premier qui est vraiment très étrange. Le deuxième bruit est celui qu'on entend tout à la fin. On en reconnaît facilement l'origine car il s'agit d'un coup frappé dans le bureau, le même qu'obtenu un peu plus tôt. On le reconnaît dû à sa résonance dans le bois. Ces bruits, tout aussi étranges soient-ils, ne sont pas vraiment identifiables et il faut amplifier le son pour pouvoir les entendre. C'est donc une preuve de catégorie C. Je ne vous montrerai pas les images du théâtre car nous n'y avons obtenu rien d'intéressant. Nous repartons dans la direction du sanatorium pour aller y récupérer notre enregistreur et quelques autres affaires laissées au 3e étage. T'es encore là? Par contre, il y a une odeur de peinture. Ah ouais, Un peu plus. j'avais pas senti avant. Non. Lorsque nous arrivons dans la pièce, nous sentons une forte odeur de peinture.
Nous n'avions absolument rien senti la première fois, et sur le coup, nous ne comprenons pas du tout d'où cela peut bien venir. Après analyse, je me dis que tous les bruits que nous avons obtenus avec l'enregistreur plus tôt nous indiquent peut-être une piste possible. Si une entité est bien venue ici et s'est amusée à toucher un peu partout, il se pourrait bien qu'elle soit la cause de cette forte odeur de peinture qui à présent imprègne la pièce. Bien que tout cela soit très étrange, ceci est juste une théorie et ne constitue pas une preuve à proprement parler. Cela fait bientôt 4 heures que nous enquêtons. Nous décidons avec Thomas de faire encore un tour complet de tous les étages une dernière fois avant de clore cette enquête. Hello. 3-8. Ah. Il y a eu un pic à 3-8. Nous sommes toujours au 3e étage et à nouveau, Thomas m'indique une variation du champ électromagnétique montant jusqu'à 3,8 et redescendant tout aussi vite. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le filmer à temps et nous n'aurons rien de bien significatif. Nous n'aurons ni PVE, ni orbe ou autre preuve qui pourrait être associée à cette variation inexpliquée. Nous voici à présent au 2e étage. Nous nous arrêtons un moment car nous devons changer la batterie de la lumière placée au-dessus de l'appareil photo. Je suis bien content d'avoir laissé tourner ma caméra car elle va enregistrer une voix que moi et Thomas allons entendre. Ouais. Ouais, j'ai aussi entendu. Sur le coup, j'ai vraiment eu l'impression d'entendre une voix de fillette qui disait « maman ». Thomas, quant à lui, a plus entendu un miaulement de chat. Après analyse et après avoir amplifié le son, je dirais qu'il ne s'agit d'aucun des deux. Si c'est bien un mot qui est dit, impossible de le comprendre. Cela dit, on a tout de même l'impression que la voix est d'origine humaine. Comme le son est amplifié et que les interprétations sont multiples, c'est une preuve de catégorie C. Je vous fais réécouter le passage. Je décide, suite à cette voix, de rallumer mon enregistreur audio au cas où une autre voix se ferait entendre. À peine 1 minute après, alors que Thomas et moi parlons encore de ce que nous venons d'entendre, ma caméra et l'enregistreur audio enregistrent de nouveau quelque chose. Cette fois-ci, il s'agit d'un PVE, car nous ne l'entendons pas sur le coup. Comme le précédent, il n'est pas très clair et ressemble plus à un bruit que vraiment une voix. C'est donc encore une preuve de catégorie C. Ouais, j'ai plutôt dit. J'ai cru que c'était un chat. Waouh. J'ai limite entendu maman. J'ai cru entendre maman. Hein. Une voix de fillette. J'ai limite entendu maman. J'ai cru entendre maman. Hein. J'ai limite entendu maman. J'ai cru entendre maman. Hein. J'ai limite entendu maman. J'ai cru entendre maman. Hein. J'avais limite entendu maman, mais bon. J'ai cru entendre maman. J'avais limite entendu maman, mais bon. J'ai cru entendre maman. J'avais limite entendu maman, mais bon. J'ai cru entendre maman. Nous continuons notre investigation sur ce 2e étage, mais nous n'aurons rien de plus. Il en sera de même pour le 1er étage et le rez-de-chaussée. Nous aurons au final enquêté pendant un peu plus de 4 heures, ce qui est pas mal pour une première enquête, surtout qu'il faut prendre en considération que nous sommes en hiver et que nous avons dû prendre beaucoup sur nous du fait des basses températures. Sur le coup, lorsque nous décidons de lever le camp, ni moi ni Thomas aurions pu penser une seule seconde que nous avons réussi à récolter tellement d'éléments de preuve. Lorsqu'on est sur le terrain, dans le feu de l'action, on n'arrive pas vraiment à se faire une idée précise de ce qu'on peut entendre ou voir. La voix obtenue à la fin de l'enquête en est un bon exemple. Nous l'entendons tous les deux, mais nous en donnons 2 interprétations différentes, ce qui veut dire que sur le coup, nous ne pouvons pas vraiment mettre de crédit sur ce genre d'éléments. Il pourrait très bien s'agir d'un cri d'animal à l'extérieur ou d'une autre chose rationnellement explicable. J'ai bien entendu un bruit de porte la première heure, seulement Thomas lui ne l'a pas entendu et du coup je n'étais pas sûr à 100% que ce que j'avais entendu était de l'ordre du paranormal ou non, car Thomas m'a avoué avoir passé également une porte juste avant.
Les quelques anomalies détectées par le mailmetteur sont étranges mais ne constituent pas non plus de réelles preuves d'une activité paranormale. Il aurait été intéressant d'avoir en même temps une voix ou une anomalie visuelle que nous aurions pu constater au même moment pour qu'on se dise qu'une activité paranormale est en train d'avoir lieu, car là est tout le problème. Nous n'avons pas du tout l'impression que le bâtiment présentait beaucoup d'activités. Nous avons également eu beaucoup de voix avec la Spirit Box, mais comme je l'ai dit précédemment, pensant qu'il s'agissait uniquement de voix provenant de la radio, car première utilisation de l'appareil, nous n'y avons pas beaucoup prêté attention, pensant que nous n'en tirerons rien de crédible. À part les photos où je n'ai détecté aucune anomalie, nous avons finalement réussi à obtenir pas mal de preuves. Parmi elles, des PVE, des voix, des bruits très étranges, des orbes, des variations anormales du champ électromagnétique, et j'en passe. Si j'avais su que l'analyse était aussi riche de preuves, nous serions sans aucun doute restés quelques heures de plus à enquêter. Au niveau des sensations, nous n'avons rien ressenti d'étrange, à part bien sûr dans le sous-sol où je me suis senti plus oppressé, mais qui est certainement dû au champ électromagnétique plus élevé provoqué par les tuyaux et qui n'a donc sans doute rien de paranormal. Au vu de toutes les preuves collectées lors de cette enquête, il n'y a aucun doute pour moi que le site du sanatorium de L'Haÿ-Saint-Christophe présente au minimum une activité paranormale résiduelle, et quand on regarde les voix qu'on a réussi à obtenir sur la Spirit Box, qui atteignent parfois les 20 stations radio à la suite, ce qui, je le rappelle, est normalement impossible, je dirais qu'une hantise intelligente est également pronosticable. Quand on pense au nombre de personnes décédées dans ces murs au cours de ces 2 derniers siècles et les souffrances qu'ils ont dû subir, il n'est pas vraiment étonnant de penser qu'il y en ait encore certains qui ont décidé de rester dans ces lieux. Pour quelle raison, je ne le sais pas, mais il pourrait être intéressant d'y retourner lors d'une prochaine enquête pour essayer de le découvrir. Pourquoi pas avec la Spirit Box, maintenant que nous savons que le lieu présente une certaine activité. Je vous remercie de m'avoir suivi, en espérant que l'épisode vous a plu, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet emmanuelghosthunter.fr où vous pourrez visionner toutes les preuves obtenues gratuitement, et vous y trouverez également des articles ainsi que mes prochaines enquêtes.